Rebonjour à tous. Vous avez peut-être déjà visionné notre vidéo d'hier autour des coups de cœur jeunesse. Nous allons aujourd'hui reprendre le même format, simplement en parlant de documents adultes ou ados. Je vais commencer par vous parler de His Dark Materials, qui n'est autre que l'adaptation en série de la trilogie de romans de Philip Pullman, À la croisée des mondes. Alors nous allons suivre l'histoire de Lyra, jeune orpheline de 11 ans qui a grandi au Jordan College d'Oxford et qui a été déposée là bébé par son oncle à la mort de ses parents. Alors dans ce monde, chaque personne est accompagnée d'un démon qui est un petit animal qui personnifie l'âme humaine et qui, tant que l'on est enfant, change d'apparence au gré des humeurs ou des émotions, et qui se stabilise, qui découvre son animal unique au moment du passage à l'adolescence. Donc on va suivre les pas de Lyra qui va se lancer à la recherche de son oncle disparu dans le Grand Nord et qui va vivre une épopée où elle va découvrir au fur et à mesure que les enfants, les démons, la poussière sont un enjeu pour les adultes et surtout pour l'Église qui régit ce monde. Donc la saison 1 correspond au tome 1, Les Royaumes du Nord, et nous suivrons les autres tomes dans les autres saisons de la série. Alors la série est plus resserrée autour de certains personnages, par contre l'histoire se suit très bien, elle se tient très bien, c'est autre chose, tout en suivant la même histoire. Alors je vais vous laisser tout de suite un petit extrait, un petit teaser, pour vous donner envie de vous plonger dans cette fabuleuse aventure. I set out for the north some 12 months ago, and this is the first of the discoveries I made. A myriad of worlds, of which the Magisterium controls only one. For centuries, they have been trying to keep us where they want us, on our knees. You promised the Magisterium you'd control Asriel. They will need to take the matter into our own hands. Lyra, there's a great change coming that will threaten us all. I'm going to give you something. What does it do? It has a part to play in all this. And a major one. Tell me where the alethiometer is, or I will destroy all of this. Et je vous présente ensuite une série de comics qui s'intitule Mind Management, guerre psychique et leurs influences invisibles, par le scénariste et dessinateur américain Matt Kind, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Alors si vous aimez les séries d'espionnage, de personnes au pouvoir psychique, de manipulation mentale, de paranoïa, allez-y, parce que c'est une série incroyable qui se décline en 3 tomes. Alors c'est un texte très dense qui demande une attention de lecture assez importante. Alors vous allez comprendre, alors, on suit l'histoire principale, on en suit une autre dans les marges de chaque page. Et il est ensuite fait des focus sur certains personnages dans des dossiers. Là, par exemple, nous avons le futuriste, où on rentre dans l'histoire d'un personnage qui n'apparaît pas forcément dans l'histoire générale, mais qui a son importance pour expliquer ce qu'est cette agence gouvernementale, finalement, qui manipule l'esprit des gens. Voilà. Nous avons déjà à la médiathèque les 2 premiers tomes. Le 3e va arriver incessamment. En espérant avoir réussi à vous donner l'envie de découvrir ces documents, je vous laisse à présent en compagnie de Frédéric. Frédéric, c'est à toi. Merci Audrey pour ton coup de cœur. Donc à mon tour, je vais vous parler de mon coup de cœur, d'un gros coup de cœur d'ailleurs,
pour ce roman, Le dit du Mistral, d'Olivier Mac-Bouchard, aux éditions Le Tripode. Donc c'était un premier roman qui est sorti lors de la rentrée littéraire de septembre et qui serait vraiment dommage de rater. Donc sous cette couverture aux couleurs franches et vives, avec un petit côté vintage, se cache vraiment une pépite. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Donc l'histoire en 2 mots, c'est le narrateur et son voisin, Monsieur Sekaya. Donc ils habitent dans le Luberon et suite à un orage, un éboulement d'un mur se produit et ils découvrent des morceaux de poterie. Donc ils font des fouilles et ils déterrent des poteries et ils découvrent une source. Voilà. Ça, c'est pour la partie, on va dire, réaliste du roman. Parce qu'à partir d'un certain moment, le merveilleux, voire le fantastique, arrive, puisque cette source a certaines vertus. Donc, c'est un roman, en fait, qui se commence avec une légende, qui est la légende de la création du Luberon. Donc avec l'air, le feu, le vent, la terre. Et à plusieurs endroits du roman, d'autres légendes, d'autres mythes vont nous être partagés par l'auteur. Mais ça s'intègre très bien dans le récit. C'est un récit qui est très maîtrisé et à la fin, je dirais même que la boucle est bouclée. C'est un roman qui s'inscrit aussi vraiment dans, je dirais, la littérature provençale, puisque déjà l'auteur, en début de chapitre, cite des auteurs provençaux comme Henri Bosco ou Jean Giono, ou alors il met une petite phrase en provençal. Le roman est également truffé d'expressions provençales, donc traduites avec des petits astérix, en dessous bien sûr. Donc on est vraiment transporté dans ce lieu-là. Et moi j'ai beaucoup apprécié la description des paysages, l'histoire en elle-même bien sûr, que j'ai trouvée donc très, très forte. Et ça m'a donné envie d'aller découvrir ces lieux. Et donc cette touche de merveilleux, ça apporte vraiment un plus à l'histoire et on apprend aussi des choses sur ces mythes et ces légendes. Alors certaines sont connues, se sont transmises, je pense, de génération en génération, et d'autres ont été perdues avec le temps. Mais à la fin, tout est très clair pour le lecteur. Voilà. Donc vraiment un roman épatant que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui. Et toi, Véro, tu as un coup de cœur à nous présenter ? Merci Frédéric. Alors moi, je vais vous parler du furoshiki. Autant le mot que la tradition à laquelle il se rapporte nous viennent du Japon. Et en fait, il s'agit d'une technique traditionnelle japonaise de pliage et de nouage du tissu. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, à toutes sortes de choses. On peut s'en servir pour emballer des cadeaux, mais aussi pour transporter divers objets du quotidien. Donc, on a différents types de pliage selon l'objet qu'on aurait besoin d'emballer, selon ce qu'on a envie d'offrir, petite ou grande boîte, même pour emballer des bouteilles. Ou alors pour transporter au quotidien, voilà, des chaussures en remplacement d'un sac à main. Petit sac à dos, petit baluchon. Un pliage pour confectionner une corbeille ou alors un plus grand sac servant à transporter gâteaux ou tartes. C'est très bien expliqué. Il faut juste veiller à bien choisir la taille du tissu au départ. Donc on peut réutiliser de vieilles chutes de tissu ou alors se faire plaisir en achetant du tissu au mètre. Juste un ourlet à faire, sinon pas de couture supplémentaire.
Et je trouvais l'idée franchement très sympathique parce que du coup ça permet un emballage original, ça permet d'avoir un impact moindre sur l'environnement et voilà, ça peut être réutilisé finalement à l'infini tant qu'on en prend soin. Donc si vous avez envie d'essayer, le livre est disponible dans nos collections. Je passe la main à Aurélie. Aurélie, c'est à toi. Merci Véro pour ce coup de cœur, ça donne envie. Alors à mon tour de vous présenter mon coup de cœur avec tout plein de petits cœurs, parce que c'est une histoire d'amour, mais on en a besoin en ce moment. Alors ça s'appelle Malgré tout de Jordi Lafèvre, et c'est une histoire qu'on nous raconte à rebours, puisque on commence, alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose, on commence au chapitre 20, on découvre ces deux personnages, Zeno et Anna, dont on comprend très vite qu'ils se retrouvent après une longue absence. Et à chaque chapitre, voilà, on va remonter leur histoire et on va découvrir petit à petit ce qui les a liés et ce qui a fait que malgré tout, ils vont se retrouver après toutes ces années. Alors je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que ça va vous dévoiler peut-être un petit peu trop de l'histoire. On ne triche pas, on ne commence pas par la fin. Mais par contre, je vous garantis que vous allez avoir envie de le relire dès arrivé à la fin, de le relire en entier, parce qu'on découvre petit à petit tout un tas d'informations qui éclairent les chapitres d'avant. Un bon moment de lecture, une histoire très tendre et très poétique. Et toi Frédéric, est-ce que tu as un coup de cœur ? Oui, moi j'ai un coup de cœur. Merci pour ce que tu nous as présenté, Aurélie. Moi je voulais vous parler de Il n'est jamais trop tard, réalisé par Tom Hanks, avec deux acteurs qu'on aime généralement beaucoup, Tom Hanks et Julia Roberts. Donc c'est l'histoire de Larry qui a perdu son travail, qui est sur le point de perdre sa maison et qui décide de reprendre des études. Et il s'inscrit à un cours d'expression orale, le cours de Madame Thénault. Alors Madame Thénault, elle est un petit peu désabusée, son mariage ne va pas trop bien, voilà. Et c'est leur rencontre. Et on va se rendre compte qu'il n'est jamais trop tard parce que la vie de Larry va changer. Donc il va se faire des amis étudiants plus jeunes que lui qui vont un petit peu le transformer et tout, le rendre plus cool. Et donc Madame Thénault aussi, au contact de cet élève plus âgé, elle va un petit peu changer. Et c'est un feel-good movie qui vous fera passer un bon moment, qui vous remontera, je l'espère, le moral. Et là, on va vous passer un petit extrait de la bande-annonce. L'État exige qu'il y ait un minimum de 10 étudiants par classe. Le cours est annulé. Vous teniez vraiment à avoir cours à 8 heures? Moi non. Allez, salut et merci. C'est ici l'expression orale 217 ? Tout pour moi. À ton tour, Marie-Odile, de nous présenter un coup de cœur. Merci Frédéric. Avez-vous déjà eu l'idée de tout mettre entre parenthèses pour vivre une vie de voyageur, faire de formidables rencontres humaines, visiter de beaux endroits et se laisser porter au gré de vos envies? Moi oui. C'est pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour ce livre de Foster Huntington, car je suis une adepte de la vie nomade temporaire. Peut-être qu'un jour, je serai prête comme lui pour partir à l'aventure. Il commence son livre ainsi. J'espère que les photographies, les récits et les témoignages présentés dans ce livre feront germer l'idée d'un voyage. Et pourquoi pas d'un changement de vie radical. Mark Twain, l'auteur de Tom Sawyer, écrit ceci. Les voyages sont fatals aux préjugés, à l'intolérance et à l'étroitesse d'esprit. Et à ce compte, beaucoup de nos concitoyens en auraient cruellement besoin. Je suis entièrement d'accord avec lui, nous dit Foster. Les meilleurs moments de ma vie ont eu lieu au volant d'un van. Tandis que je cherchais un endroit où me garer pour la nuit, impatient de me réveiller aux premières lueurs du jour et de poursuivre ma route. Ce
sont des images qui font rêver. Rares sont ceux qui ont une belle vue de leur lit. Notre auteur avait besoin d'évasion. Il a cherché un combi Volkswagen pour sillonner les routes d'Amérique du Nord et du Mexique. Et durant 3 ans, il a fait ceci, en parcourant environ 130 000 km, en faisant de belles rencontres. Et de ces rencontres sont également les différentes photographies, parce qu'il a intégré les différentes personnes rencontrées avec leurs véhicules qu'ils ont remaniés pour les besoins du voyage. Ce livre est également très intéressant pour les adeptes, et je sais qu'il y en a, des combis Volkswagen. D'un camion à l'autre, d'un territoire à l'autre, ils incarnent chacun à leur façon la quintessence de la vie en van. La destination compte bien moins que le mouvement lui-même. Foster, après ses 3 ans passés en van, est revenu et à présent il est cinéaste photographe et il vit à Washington et de vidéos dans une cabane perchée dans un arbre. Voilà pour mon coup de cœur. À présent, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Au plaisir de vous revoir bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.